Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. On se rejoint aujourd'hui pour parler à nouveau d'un livre. Vous l'avez vu, on va parler aujourd'hui de Nexus, le dernier essai de Yuval Noah Harari. C'est un livre qui vient de sortir aux éditions Albin Michel et je remercie les éditions Albin Michel de me l'avoir envoyé. Alors vous l'avez vu, le sous-titre c'est une brève histoire des réseaux d'information de l'âge de pierre à l'intelligence artificielle. Alors c'est un livre qui est hyper intéressant, hyper original. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière dans un audio podcast. Je vous mettrai le lien en description. Donc je ne vais pas recommencer ici à vous détailler la thèse, même si je vais en parler évidemment. Le but de cette vidéo va être en 3 parties, bien quand même de vous rappeler la thèse du livre. Quelle thèse défend Yuval Noah Harari dans ce livre? La seconde partie de la vidéo, eh bien, je vais vous donner mon avis sur le livre avec les points positifs et les points négatifs. Et puis à la fin de la vidéo, en toute fin de vidéo, pardon, il y a eu quelques critiques en fait qui ont été faites à ce livre. Et je vais vous dire en fait ce que je pense de ces critiques et ce que je réponds moi à ces critiques. Je ne suis pas l'auteur, mais tout simplement de par la lecture que j'ai faite de ce livre, qu'est-ce que je peux répondre aux critiques que j'ai lues déjà sur ce livre? Alors on est parti. Quelle est la thèse de ce livre dans un premier temps? La thèse de ce livre, c'est que la connaissance, en tout cas on a l'impression aujourd'hui que la connaissance et les informations en fait que l'on obtient et la profusion d'informations est ce qui fait que nos sociétés se sont développées en fait d'une manière extrêmement rapide vers les sciences parce qu'on a laissé, si vous voulez, l'information se diffuser d'une manière libre. On a libéralisé en fait les informations et on a libéralisé la connaissance. Et ce serait pour ça en fait que nos sociétés se sont modernisées. Et Monsieur Harari nuance un petit peu le propos en disant que effectivement il faut que les informations se propagent d'une manière plutôt libre, mais quel genre d'informations? Et il nous explique qu'il y a, en tout début de livre, il nous explique qu'il y a une vision naïve de l'information, c'est de penser que l'information, plus on en a, et plus on va s'approcher de la vérité. Et il nous dit aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de l'information en continu, à l'ère de l'information à profusion en fait, eh bien il n'y a jamais eu autant de fausses informations, autant de fake news comme on dit, il n'y a jamais eu autant d'informations idéologisées qui sont du coup très éloignées de la réalité. Donc on voit bien que cette vision naïve de l'information n'est pas opérante. C'est-à-dire qu'une profusion d'informations, beaucoup d'informations, ne permet pas forcément d'arriver à une connaissance vraie de la réalité et à s'approcher par des informations d'une information justement objective et proche du réel. Et donc il nous dit qu'il faut voir l'information d'une manière différente et surtout il faut voir en fait le fait que les humains et l'humanité en fait se soient développés de cette manière avec une grande puissance et que ce qui nous a donné beaucoup de puissance finalement, ça ne sont pas tant les informations que les réseaux d'informations. C'est-à-dire que ce sont les informations en réseau et la profusion de ces réseaux qui ont donné de la puissance aux êtres humains. Alors il donne des exemples, il en donne vraiment tout un tas, des exemples extrêmement concrets dans le livre, mais moi je vais en prendre juste un pour vous faire comprendre. C'est tout simplement les religions. Il nous parle des religions et il nous dit que les religions finalement, on voit bien parce qu'aujourd'hui les religions se portent bien et on voit bien avec l'avènement des sciences que finalement on a montré d'une manière extrêmement répétitive, d'une manière extrêmement précise, factuelle, nombre de penseurs l'ont fait, ont montré à quel point les religions sont éloignées de la réalité dans ce qu'elles proposent, dans ce qu'elles décrivent et dans ce qu'elles prônent. Donc on voit que tout ça est très éloigné de la réalité et pourtant il y a aujourd'hui non seulement une subsistance des religions et des réseaux d'information religieux, mais il y a également une résurgence des religions. Ce qui veut dire que ce qui compte en fait dans la puissance d'un réseau d'information, dans la puissance d'informations qu'on accepte, c'est pas tant les informations en elles-mêmes que le réseau d'informations. Et Yuval Noah Harari nous dit que justement les religions ont plusieurs forces en fait. C'est tout simplement d'avoir compris déjà que les êtres humains sont des êtres de récit et qu'on peut véhiculer de l'information d'une manière extrêmement puissante, extrêmement rapide par un récit, à la manière d'un récit. Et il n'y a pas forcément besoin que le récit soit vrai
pour finalement que les informations de ce récit circulent et soient acceptées par un grand nombre de personnes. Il s'agit simplement que le récit soit intéressant, que le récit soit proche des préoccupations des personnes qui vont entendre ce récit. Les Grecs avaient par exemple bien compris cela. Il y avait beaucoup de récits, beaucoup de fables, beaucoup de mythologies qui sont finalement des récits, des histoires et qui permettent de véhiculer de l'information. Alors de l'information qui n'est pas toujours fausse. Il y a parfois dans les mythes par exemple grecs des informations ou en tout cas des conclusions philosophiques qui sont vraies en s'évadant dans un mythe qui n'est pas forcément objectivement vrai dans la manière dont il est raconté. Si nous autres, sapiens, régnons sur le monde, ce n'est pas grâce à notre sagesse supérieure, mais parce que nous sommes les seuls animaux capables de coopérer en grand nombre avec une certaine flexibilité. J'ai exploré cette idée dans mes précédents livres, Sapiens et Homo Deus, mais un bref récapitulatif s'impose. L'aptitude des sapiens à coopérer de manière flexible en grand nombre se préfigure déjà chez d'autres animaux. Certains mammifères sociaux, comme les chimpanzés, font preuve d'une réelle flexibilité dans leur manière de coopérer, et certains insectes sociaux, comme les fourmis, savent coopérer en grand nombre. Mais ni les chimpanzés ni les fourmis ne fondent des empires, des religions ou des réseaux commerciaux. Si nous autres, sapiens, en avons la capacité, c'est parce que nous sommes beaucoup plus flexibles que les chimpanzés et pouvons mettre en place des coopérations impliquant simultanément un nombre d'individus encore plus grand que les fourmis. Mieux, il n'y a pas de limite supérieure au nombre de sapiens pouvant coopérer les uns avec les autres. L'Église catholique compte 1,4 milliard de membres environ. La Chine possède une population à peu près équivalente. Le réseau commercial mondial met en relation quelques 8 milliards de sapiens. Donc je ne sais pas si je suis très clair, mais en gros la thèse du livre c'est tout simplement que ce qui compte c'est pas tant les informations, tant la véracité des informations que le réseau d'informations et le moyen en fait de propager en fait ces informations. Alors on a commencé à propager ces récits, eh bien tout d'abord du bouche à oreille, ensuite on a trouvé l'imprimerie et les livres. Alors on a commencé, alors il y a eu des phases avant, hein, là je vais un peu vite, mais c'est histoire de vous faire comprendre rapidement la thèse. Ensuite il y a eu les livres se sont propagés partout dans le monde et ça a permis une circulation encore plus puissante des informations et donc du coup le livre est devenu un réseau d'informations extrêmement efficace. Et puis ensuite il y a eu le télégraphe, le téléphone, la télévision, les chaînes de télévision, Internet, les réseaux sociaux. Et nous voilà aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui arrive et qui est capable d'aller scroller, comme on dit, c'est-à-dire d'aller chercher sur Internet eh bien, toutes sortes d'informations, de les mettre en relation et de vous les livrer et de répondre à une question complexe que vous auriez posée à l'intelligence artificielle. Et Yuval Noah Harari nous dit que les réseaux d'information, en plus, sont capables de créer de nouvelles réalités. Comment? Eh bien, par exemple... on va rester sur la religion et on va parler de l'Église. Et par exemple, tout le monde sait aujourd'hui que objectivement, les sorcières n'existent pas. Et pourtant, l'Église a perpétué des chasses aux sorcières et avait l'impression eh bien, de tuer des sorcières ou de persécuter des sorcières. Et c'est extrêmement documenté. Encore une fois, il y a des livres sur le sujet. Il en sort même encore aujourd'hui des livres sur les sorcières, sur l'existence des sorcières, sur comment reconnaître les sorcières. Et en fait, l'Église a arraché par la torture eh bien, des aveux, des dénonciations de sorcières que les gens auraient vues. Et même si objectivement et factuellement, personne n'a jamais vu de véritables sorcières, le seul fait qu'il y ait de nombreux livres sur les sorcières, le fait qu'il y ait des gens qui sous la torture ont avoué être des sorcières ou qui ont avoué avoir vu ou avoir, avoir été victimes de sorciers ou de sorcières, eh bien a donné finalement une existence à ces sorcières, une existence non objective, mais une existence intersubjective, c'est-à-dire une existence du fait que beaucoup de gens y croient. Eh bien, c'est ce qu'on appelle des faits ou des informations intersubjectives, c'est-à-dire que ce sont des informations qui n'ont d'existence que parce que beaucoup de gens y croient. Alors,
on a eu le cas pour les sorcières, mais il y a des réalités ou des informations ou des vérités plus factuelles qui existent factuellement du simple fait que tout le monde y croit. On peut parler par exemple de la monnaie. Si vous prenez un billet de 500 €, eh bien vous pouvez faire des choses avec ces 500 € quand vous êtes dans le réseau monétaire. C'est-à-dire que si vous avez un billet de 500 €, il faut que vous soyez dans le réseau monétaire européen. Et vous pouvez voilà, faire des choses, acheter des produits, acheter des services avec ces 500 €. Vous prenez maintenant ce même billet de 500 € et on vous met sur une île déserte, vous ne pouvez absolument rien faire avec ce billet de 500 €. Vous ne pouvez pas vous loger, vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez rien faire. Ce qui veut dire que la monnaie est encore une puissance de l'être humain en ce qu'il est un réseau d'informations, un réseau en l'occurrence monétaire d'informations, auquel tout le monde croit et qui permet du coup eh bien, finalement de modeler la réalité parce que la monnaie existe réellement et objectivement, mais elle n'existe que parce que tout le monde y croit d'une manière intersubjective. Donc encore une fois, ici on voit que c'est le réseau d'informations qui compte et pas tellement l'information, parce que l'information que contient le billet importe peu en réalité si le billet, encore une fois, est hors du réseau d'informations. Il y a également d'autres réseaux d'informations qui ont permis la puissance de l'être humain. Ce sont des réseaux d'informations comme par exemple l'administration. L'administration, c'est ce qui a permis justement d'accéder à la propriété privée. C'est-à-dire que ce qui fait aujourd'hui que vous avez des choses qui vous appartiennent, c'est tout simplement que vous avez des papiers qui permettent tout simplement de dire que vous êtes propriétaire de tel ou tel objet ou de telle ou telle propriété. Et tout cela, en fait, ne fonctionne que parce que les gens croient en ces papiers, croient en l'administration, croient en le fait que finalement, si vous avez le papier qui dit que vous êtes propriétaire de telle propriété, alors ça veut dire que vous êtes propriétaire de telle propriété. Et ça, c'est le réseau d'information des administrations qui fait ça. Sans administration, eh bien, vous auriez simplement des gens qui vous disent « ça c'est à moi, ouais mais moi je te crois pas, ça n'est pas à toi, finalement c'est à moi, etc. » Et finalement, il n'y aurait pas de propriété privée. Ce qui permet la propriété privée, c'est tout simplement que des gens ont mis en place la bureaucratie qui est en fait une centralisation de beaucoup d'informations, c'est-à-dire c'est un réseau centralisé de toutes les informations, par exemple d'un pays, d'une ville, d'une région ou que sais-je, et qui permet de dire, eh bien, telle propriété est à telle personne, telle voiture est à telle personne, parce que vous avez la facture d'achat, parce que vous avez la carte grise, etc., etc. Ce qui veut dire que l'administration même est un réseau d'informations extrêmement puissant. Rendez-vous compte, il peut vous retirer une terre, peut-être la terre de vos ancêtres. L'administration, si elle n'a pas les papiers qui disent que cette propriété est à vous, elle n'est pas à vous. Ce qui veut dire que le réseau d'informations appelé administration crée des réalités. Ce qui veut dire qu'un réseau d'informations peut créer des réalités. C'est ce qu'on a vu par exemple avec des réseaux d'informations hyper centralisés et totalitaires, comme le communisme par exemple. On voit bien par exemple que les communistes ont été dans un déni total pendant très longtemps, tout simplement parce qu'ils avaient des récits sur Staline. Si on parle du communisme stalinien, ils avaient des récits sur Staline, ils avaient des récits sur ce qu'il fallait faire, ils avaient des récits sur ce qu'était la réalité, ils avaient des récits sur pourquoi ils pensaient ce qu'ils pensaient. Et tous ces récits-là avaient beau être éloignés de la réalité, avaient beau être éloignés de ce qui se passait factuellement sous leurs yeux, eh bien finalement, il suffisait d'y croire pour que ça donne vie à une réalité intersubjective qui n'avait pas beaucoup de lien avec la réalité. Et pourtant, ce système a fonctionné. La Bible décrit systématiquement les épidémies comme des châtiments divins pour les péchés des hommes et soutient qu'elles peuvent être contenues ou prévenues par des prières et des rituels religieux. Or, les épidémies sont évidemment causées par des agents pathogènes et c'est grâce au respect de règles d'hygiène et au recours à des médicaments et des vaccins qu'on peut les contenir et les prévenir. Tout cela est largement admis aujourd'hui, même par les autorités religieuses comme le pape qui, pendant la pandémie de Covid-19, conseillait aux gens de se confiner plutôt que de se rassembler pour prier ensemble. Pourtant, bien que la représentation qu'elle donne de la réalité des origines de l'humanité, de ses migrations et des épidémies qui la frappent laisse grandement à désirer, la Bible ne s'en est pas moins montrée très efficace pour connecter des milliards d'hommes et créer les religions juives et chrétiennes.
De la même manière que l'ADN enclenche des processus chimiques qui relient entre elles des milliards de cellules pour former des réseaux organiques, la Bible a enclenché des processus sociaux qui ont relié entre eux des milliards d'êtres humains pour former des réseaux religieux. Et de même qu'un réseau de cellules peut accomplir des choses que les cellules individuelles sont incapables de réaliser, un réseau religieux peut réussir des prouesses dont les humains pris individuellement sont incapables. Par exemple, construire des temples, instaurer des systèmes juridiques, célébrer des fêtes religieuses et mener des guerres saintes. Pour conclure, l'information représente tantôt la réalité, tantôt non. Mais toujours elle connecte. C'est sa caractéristique fondamentale. Par conséquent, lorsqu'on étudie le rôle de l'information dans l'histoire, bien qu'il soit parfois pertinent de demander avec quelle exactitude représente-t-elle la réalité, est-elle vraie ou fausse, les questions les plus cruciales sont généralement les suivantes. Dans quelle mesure connecte-t-elle les gens? Quel nouveau réseau crée-t-elle? Et donc face à ces récits, face à ces réalités intersubjectives, Yuval Noah Harari nous dit que il y a un autre réseau d'information, c'est le réseau scientifique d'information, qui lui est un réseau beaucoup plus sain et qui est un réseau qui a fait en fait la puissance et la rapidité d'évolution des sociétés occidentales, et que ce réseau d'information scientifique est aussi un réseau d'information, mais que c'est un réseau d'information particulier. Et c'est pour ça que ce réseau d'information est intéressant et qu'on va s'y attarder un peu. Donc c'est un réseau d'information particulier, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la science, la recherche fonctionne par réfutabilité de sa communauté. C'est-à-dire que quand vous trouvez quelque chose, quand vous formulez une hypothèse en science, eh bien votre hypothèse peut devenir une théorie fiable, une théorie viable, si tous les scientifiques qui sont autour de vous eh bien, n'arrivent pas à réfuter tout simplement votre théorie. C'est important parce que ça place un mécanisme dans les sciences, un mécanisme d'autocorrection. C'est-à-dire que si quelqu'un réfute votre hypothèse devient fausse, elle est invalidée par d'autres éléments ou bien elle est complétée par d'autres éléments scientifiques. Ce qui fait du réseau scientifique, ce qui fait de la science, non pas comme la religion, qui est un réseau, la religion est un réseau en fait, où on ne peut pas discuter les informations, puisque les informations émanent de Dieu, et donc elles ont la vérité absolue. Ce qui fonctionne mieux avec le réseau scientifique, et ce qui le rend plus humble, et ce qui fait en sorte qu'il fonctionne et qu'il permet l'évolution, et une évolution beaucoup plus rapide, c'est que finalement, quand une hypothèse est formulée par un chercheur, eh bien je l'ai dit, tous les autres chercheurs vont essayer de réfuter son hypothèse ou d'en voir la consistance, et plus une hypothèse fait consensus, et plus finalement elle est proche de la réalité. Et quand une hypothèse est réfutée, eh bien la science est capable de s'auto-corriger, parce que la science prend en compte la faillibilité des hommes, prend en compte la faillibilité de son système et de son réseau d'information, et permet une autocorrection constante, ce qui permet tout simplement de s'approcher d'une manière évolutive et ininterrompue eh bien, de la réalité. Ce qui fait de la science un réseau bien supérieur à tous les autres réseaux, parce que c'est un réseau qui s'autocorrige régulièrement. C'est un réseau qui s'autocorrige très souvent, et c'est un réseau finalement qui se met à jour très souvent, et qui du coup s'approche de réalité. Et c'est ainsi en fait que la science a gagné sa confiance. La religion a gagné sa confiance en tant que système d'information en imposant une idée, en imposant un axiome, c'est que les informations délivrées par la religion sont des informations directement émanant de Dieu. Donc on ne peut pas les discuter, et c'est ce qui en fait intrinsèquement la fiabilité. Alors depuis, on sait que finalement, Dieu n'a jamais pris de stylo pour écrire quelque livre que ce soit, et on sait bien que finalement, dans les religions, ce sont toujours des hommes qui ont écrit, des hommes faillibles comme vous et moi, et que finalement, si ce sont des hommes faillibles qui ont écrit, ça veut dire que ce qu'il y a dans les religions n'émane pas directement de Dieu, et que finalement, eh bien, on peut le mettre en doute. Et si on peut le mettre en doute, alors on devrait pouvoir le corriger. Mais les religions ont beaucoup de mal à faire justement cette autocorrection. Ce qui fait des religions des dogmes qui sont extrêmement coercitifs dans un premier temps, parce qu'ils ne supportent pas l'altérité des idées, mais aussi des religions ont un cadre normatif extrêmement figé dans le temps. C'est pour ça que si vous regardez nombre de religions, sur 1000 ans, elles n'évoluent pas beaucoup.
elles ont quand même des systèmes d'autocorrection qui sont extrêmement lents, qui sont extrêmement... Enfin, il y a beaucoup de résistance, et c'est ce qui fait que les religions n'évoluent pas beaucoup et n'aident pas l'humanité à évoluer beaucoup. Encore une fois, contrairement à la science, qui, elle, est un réseau d'informations qui s'autocorrige rapidement. Alors, vous allez me dire quel rapport avec l'intelligence artificielle ? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant dans la thèse de Yuval Noah Harari, c'est qu'il nous dit que l'intelligence artificielle est également un réseau d'informations qui, par sa rapidité et sa puissance de calcul, est sûrement le réseau d'informations le plus puissant que l'humanité n'ait jamais vu. Alors, on l'a vu rapidement, hein, encore une fois, allez voir les audios si vous voulez un peu plus de détails, mais on l'a vu, les systèmes et les réseaux d'information sont capables de créer des réalités, sont capables de déformer la réalité, on l'a vu avec les sorcières, hein, avec l'histoire des sorcières et de l'Église, est capable de créer des réalités avec la monnaie, est capable de créer des réalités avec la propriété privée, ce qui veut dire que les réseaux d'information sont extrêmement puissants sur nous les êtres humains. Ils ont beaucoup de pouvoir sur nous. Et l'intelligence artificielle, qui est le réseau le plus puissant et le plus rapide et le plus, avec la capacité de calcul la plus importante qu'on ait jamais eue, va être un réseau qui va avoir beaucoup d'influence sur nos vies, beaucoup d'influence sur nous et beaucoup d'influence sur notre réalité même. Et c'est là que finalement Harari nous met en garde et nous avertit. Il nous dit que l'intelligence artificielle peut être un outil extrêmement puissant, il l'est déjà. Il nous dit que ça peut être véritablement un réseau d'informations qui peut vraiment être intéressant si on le, si on le perçoit comme le réseau d'informations scientifiques et qu'on ne le perçoit pas comme le réseau d'informations religieux. C'est-à-dire qu'on va avoir assez facilement le travers de dire, bon, écoutez, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui finalement calcule beaucoup plus vite que nous, qui est capable d'avoir un nombre d'informations qu'il peut prendre en compte. Le réseau intelligence artificielle peut prendre en compte un nombre d'informations qu'aucun cerveau humain ne saurait prendre en compte. Et donc, du coup, on va avoir tendance à penser que l'intelligence artificielle a toujours raison et que finalement, eh bien, c'est le nouveau Dieu. C'est-à-dire qu'on ne va pas se le présenter comme ça, évidemment, mais on va dire, ouais, entre un être humain qui nous dit quelque chose de sa sensibilité et de sa réalité et l'intelligence artificielle qui nous dit quelque chose, on va croire l'intelligence artificielle sans la remettre en question parce qu'elle a une capacité de calcul qui est tellement importante que finalement, elle ne peut pas avoir tort. Elle aura toujours raison. Alors on aura avec les intelligences artificielles des vérités froides, des vérités mathématiques, mais des vérités très éloignées de notre monde à nous, êtres sensibles humains. Et donc finalement, ce qui peut être hyper dangereux, eh bien, c'est tout simplement qu'on ne mette plus en question les résultats des questions qu'on propose à l'intelligence artificielle, ou voire même qu'on n'ose plus contredire l'intelligence artificielle parce qu'elle serait dotée d'une supériorité qui pourrait court-circuiter le cerveau humain. C'est exactement ce que faisaient les religions. C'est-à-dire qu'elles nous disaient, eh bien, ce qu'il y a dans le livre saint émane directement de Dieu, et comme cela émane directement de Dieu, on ne peut pas le mettre en question. Un simple être humain ne peut pas le mettre en question. Eh bien là, on pourrait avoir la tentation de faire pareil avec les intelligences artificielles et de dire que finalement, eh bien, on va sortir l'être humain de la boucle et puis on va se dire que le système, le réseau d'information intelligence artificielle est si puissant, il est si, si omniscient au niveau des informations que finalement, eh bien, on ne peut pas le mettre en question, on ne peut pas le mettre en doute. Pourtant, les intelligences artificielles resteront comme les religions faillibles, parce que si on a l'impression que l'intelligence artificielle fait tout toute seule, c'est quand même une intelligence qui est programmée par des gens, et donc qui est programmée par des gens qui ont des biais, et le simple fait d'avoir programmé de telle ou telle manière une intelligence artificielle, eh bien, produit des biais dans la manière dont l'intelligence artificielle va voir les choses. Et puis l'intelligence artificielle, ça n'est pas un être humain. Et donc l'intelligence artificielle aura effectivement une capacité à analyser la réalité de manière froide et mathématique, je l'ai dit, mais ne prendra pas en compte la sensibilité humaine, n'aura pas la possibilité de prendre en compte les paradoxes des êtres humains, mais qui finalement font notre humanité, et on risque de se retrouver avec une intelligence artificielle qui nous impose, par son réseau d'information et par la puissance de son réseau d'information, un monde inhumain.
un monde qui finalement ne correspondra plus à ce dont ont besoin les humains et finalement l'intelligence artificielle pourrait devenir un nouveau totalitarisme plutôt qu'un outil puissant comme il l'est aujourd'hui. Et c'est pas une fatalité. Yuval Noah Harari nous dit pas voilà, il faut arrêter les recherches autour de l'intelligence artificielle, c'est trop dangereux. Non, il nous met simplement en garde contre le fait d'avoir une préhension religieuse de l'intelligence artificielle et il nous dit qu'il faut plutôt avoir une préhension scientifique de l'intelligence artificielle et donner à l'intelligence artificielle eh bien, la capacité tout simplement de s'auto-corriger comme le font les sciences et surtout il ne faut pas sortir les êtres humains de la boucle parce que l'intelligence artificielle est un outil puissant mais cela doit rester un outil à disposition des êtres humains et non pas un outil qui finalement prendrait le pas sur les êtres humains et les enfermerait dans une vision froide, mathématique et finalement totalitaire de la réalité. Alors on va passer maintenant à ce que moi j'ai pensé du livre. Alors le livre, je l'ai beaucoup aimé. La thèse, elle est géniale, je trouve. La thèse, elle est vraiment intéressante, c'est stimulant au niveau intellectuel et c'est, je trouve, empreint de bon sens. C'est-à-dire que les questions que pose Yuval Noah Harari dans ce livre sont des questions qui sont très pertinentes et il les amène d'une manière très didactique. Donc ça en fait un livre vraiment très intéressant à lire. Donc ça, c'est les points que j'ai beaucoup aimés dans le livre. Ce que j'ai beaucoup aimé également dans le livre, eh bien, c'est tout simplement que il amène beaucoup de cas concrets en fait pour appuyer sa thèse. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et ce livre, vraiment, je vous le conseille à tous, rien que pour cela. Maintenant, ce livre a quelques limites qui ne m'ont pas beaucoup plu. C'est qu'on voit bien déjà que Yuval Noah Harari est quelqu'un qui est plutôt de gauche, qui est plutôt un démocrate. Si on devait parler en langage américain, c'est pas gênant en soi. Ce qui est gênant, c'est qu'on voit tous ces biais politiques dans les exemples qu'il prend dans son livre. Il prend des exemples, par exemple, alors il est israélien l'auteur, donc il prend des exemples sur Israël, il prend des exemples sur les États-Unis, il décide de qui est populiste, de qui ne l'est pas, de qui utilise bien l'information, de qui l'utilise mal. Les exemples, en fait, sont intéressants, mais les partis pris politiques qu'il a dans le livre sont, je trouve, gênants. Même si ça n'empêche pas la compréhension du propos, voilà, je trouve que ça n'avait pas sa place ici parce que finalement, eh bien, s'il décide que quelqu'un que vous suivez ou que quelqu'un qui finalement vous paraît intéressant, s'il décide lui dans son livre que c'est un populiste, eh bien, ça fait pas véritablement envie de lire le livre et je trouve ça dommage en fait. Donc vraiment lisez le livre et essayez de passer outre en fait les cas concrets, les cas politiques, les cas de communication politique qu'il donne dans le livre et voilà, et comme ça vous aurez la substantifique moelle du livre sans avoir le parasitage politique. Donc ça, c'est les limites du livre. Après, les critiques qu'il y a eu sur ce livre, comme je vous le disais, ce livre a été critiqué parce que finalement, c'est un peu les mêmes critiques que Sapiens, son premier livre qui avait été un best-seller. Et en fait, on reproche à ce livre d'être finalement trop simpliste, qu'il ne prend pas en compte assez de nuances, assez de granularité dans la réalité. Il ne prend pas assez en compte la complexité de la réalité et il a tendance à un petit peu simplifier les choses. Alors c'est un bien et c'est un mal. C'est un bien parce que finalement, on va directement à sa thèse philosophique. D'ailleurs, c'est un livre de philosophie, on pourrait dire. C'est d'ailleurs, je pense pour ça que je l'ai aimé et qui m'a intéressé, parce que sur la chaîne, on parle beaucoup de philosophie et finalement, c'est un livre philosophique. Et donc, c'est vrai qu'il simplifie un petit peu la réalité, mais pour nous amener à des expériences de pensée qui finalement sont intéressantes et qui sont les expériences de pensée dont je vous ai parlé là en début de vidéo. Donc, ça reste un livre très intéressant pour ça. Et même s'il simplifie un peu trop les choses et qu'il ne dira pas tout de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que vous lisez ce livre, vous ne serez pas au courant de tous les dangers de l'intelligence artificielle, de toutes les choses positives autour de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas un livre qui prétend faire ça, c'est un livre qui prétend nous mettre en garde contre l'intelligence artificielle si ça devenait ce que les scientifiques ou les programmeurs appellent une IG, c'est-à-dire une intelligence générale qui serait connectée à tous les réseaux d'information
Et les interrogations que nous propose ici Yuval Noah Harari, moi, je les trouve très pertinentes, très stimulantes intellectuellement, encore une fois. Et c'est le but du livre, et honnêtement, il réussit son but comme dans Sapiens. Voilà. Un livre que je vous conseille, un livre que j'ai beaucoup aimé, qui a quelques limites. Mais honnêtement, si le sujet vous intéresse, si le sujet des intelligences artificielle vous intéresse, si vous avez envie de savoir quels sont les dangers qui nous guettent avec cette intelligence et quels sont aussi les points positifs qui peuvent être intéressants pour nous en tant qu'humanité dans ces intelligences artificielles, eh bien ce livre est, je pense, un incontournable. En plus, c'est bien écrit. C'est un bon livre, honnêtement, je vous le conseille. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, à plus.